Bonjour à toutes, bonjour à tous. Content de vous retrouver pour cette 17e édition de nos rendez-vous LEW, donc avec le titre aujourd'hui, quelle stratégie de contenu en influence marketing B2B. On vous présentera notre invité dans quelques minutes. On va faire un petit peu comme à l'accoutumée, on va se présenter qui on est, et puis on présentera aussi les rendez-vous LEW. Donc on est Maud et Anthony Rochant, donc les fondateurs de LEW, donc qui est l'acronyme de Les Experts du Web, qui est une structure de formation et de consulting en communication et influence. Donc on est certifié NEFOP et Calliope. Au quotidien, on accompagne donc des directions de com et des directions marketing, on accompagne des social media managers, des CM aussi notamment. Et quand on aime, on ne compte pas. On est aussi blogueur et podcasteur, on est créateur de contenu, on alimente nos blogs et médias qui sont Visibilize et Social Media Optimization. Et on est créateur de contenu aussi pour quelques marques. On réalise des opérations de brand content, notamment en B2B. Et puis, il y a le volet aussi networking, puisque depuis de nombreuses années maintenant, on organise des rencontres networking entrepreneurs et des after-work aussi sur Paris Lyon, et sur Lyon. tout à Voilà, fait. tout à fait. Je vais te laisser présenter un petit peu les rendez-vous LEW. Tout à fait, Anthony. Alors, les rendez-vous LEW, ce sont des talks dédiés sur les sujets du digital qu'on mène maintenant depuis quelques années, depuis 2017. Donc, c'est aussi une façon pour nous, sur des rendez-vous un peu dédiés, hein, c'est un peu narcissique, mais rendez-vous LEW, de travailler aussi sur notre logique de marque. Donc, voilà, on les a initiés en 2017. Ils se présentent sous forme de matinale conférence. Alors, historiquement, on les faisait de manière physique. Sur Lyon, c'est vrai qu'avec la crise, la donne a un petit peu changé et on est passé sur un format webinar qu'on apprécie plutôt pas mal parce que c'est vrai que ça permet de brasser aussi finalement de manière plus hétéroclite davantage de monde sur le territoire. Donc c'est plutôt pas mal aussi pour nous. Et ici, ça s'adresse du coup à différents types de publics, mais surtout un public qui souhaite avoir finalement une vision un petit peu globale sur certains sujets spécifiques du marketing ou de la com digitale. Voilà, on fonctionne un peu au format atelier, mais voilà, c'est de façon toujours simple. Et voilà, on avait pu faire un premier, par exemple, rendez-vous à l'époque avec Scoopit, notamment sur l'outil Scoopit Content Director d'ailleurs. Donc Scoopit Group Influence racheté intégré après au groupe Meltwater depuis ce premier trimestre de l'année dernière. On avait fait aussi un sur l'influence avec Tracker. On en avait fait un avec Plaisy sur l'inbound marketing. Et puis plus récemment, on avait pu faire aussi avec Agora Pulse. Et puis également, voilà, SIM Rush. Donc voilà, finalement des ateliers, je dirais, assez larges. On a aussi à côté de ça une édition spéciale que l'on mène sur les femmes d'influence chaque année. Alors c'est un format un petit peu particulier puisque ici on fait effectivement un top. Donc je dis volontairement un top puisqu'il n'y a pas de classement. C'est vrai que parfois quand ça sort, ça a pu prendre ce nom. Mais ici, il n'y a pas de hiérarchisation de personnalité. L'idée, c'est bien de valoriser un écosystème féminin. C'est pour ça qu'on réalise chaque année un top quant aux prises de parole que peuvent avoir les femmes de notre secteur d'activité, voilà, sur la toile et sur Twitter en particulier, voilà, pour mieux valoriser justement le leadership qu'elles peuvent aussi avoir. Et effectivement, de Stop donc découlait un rendez-vous LEW spécial femmes d'influence afin de finalement faire du partage d'expériences et de bonnes pratiques. Donc c'est vrai que c'est toujours en tout cas des rendez-vous qu'on aime mener parce qu'il y a toujours un partage de perspectives intéressant avec les participants. Et puis voilà, pour ce qui est des rendez-vous LEW, la prochaine édition d'ailleurs du rendez-vous sur les femmes d'influence, on est en train voilà, de préparer tranquillement et il aura lieu effectivement déjà dans les prochaines semaines d'ici, voilà, entre l'été et la rentrée et la prochaine rentrée. Donc voilà. Exactement. Il faudra rester connecté. Juste avant de commencer, petit rappel, on a le hashtag rendez-vous LEW si vous voulez interagir, notamment sur Twitter, RDV LEW. Donc voilà, on aura plaisir à interagir avec vous.
On va rentrer dans le vif du sujet et aujourd'hui, eh bien, on a grand plaisir à avoir avec nous Jérémy Boissineau, qui est cofondateur et CEO de Famicom. Salut Jérémy. Bonjour Jérémy. Exactement. Bonjour à tous et merci du coup de l'invitation. Effectivement, donc j'ai cofondé Famicom. Alors je sais, on est une petite start-up, on est relativement jeune puisqu'on s'est créé maintenant il y a 2 ans. Comme vous savez, le marché d'influence, c'est un peu une jungle. Il y a énormément d'acteurs, de plateformes, d'agences, mais c'est aussi parce que c'est un marché qui est en pleine croissance. Et voilà, donc nous, on a cofondé Famicom, qui est une plateforme, donc on n'est pas une agence, vraiment purement technologique, où on offre en fait nos services technologiques pour trouver des influenceurs, les analyser et plus globalement intégrer l'influence dans sa stratégie marketing. Donc on s'adresse à tous, c'est un peu notre différenciation sur le marché. On a une approche beaucoup plus fun, un peu moins grand groupe, un peu moins agence, mais vraiment une approche qui consiste à dire que tout le monde doit faire de l'influence, tout le monde doit intégrer le marketing d'influence dans sa stratégie de croissance. Et à partir de là, nous, on offre un outil qui est abordable, accessible, fun d'utilisation, et c'est comme ça qu'on se différencie sur le marché. Voilà en gros ce qu'on fait aujourd'hui. Je ne sais pas si tu veux que j'enchaîne du coup sur la présentation ou... Ouais. Ok. Alors, Oui. on s'est fait connaître. Alors nous, de base, on est très B2C puisque nos réseaux phares sont Instagram, TikTok et YouTube. Et récemment, on s'est intéressé au B2B, notamment en septembre dernier, puisqu'on a lancé un observatoire sur LinkedIn, parce qu'on est parti du principe et du constat qu'aujourd'hui, LinkedIn prend une place de plus en plus importante. Je pense qu'ici, tout le monde peut la constater. Je pense qu'ici, depuis 1 an, tout le monde passe de plus en plus de temps sur LinkedIn sans s'en rendre forcément compte. Moi, je me retrouve parfois à scroller mon fil LinkedIn, ce qui était vraiment inenvisageable il y a encore 1 ou 2 ans. Pour moi, LinkedIn est un réseau très ennuyeux. Et aujourd'hui, c'est devenu un réseau plutôt intéressant. Donc, on y passe de plus en plus de temps. Et qui dit réseau social, donc dit aussi créateur de contenu. Et on trouvait ça intéressant d'essayer de dégager les meilleurs influenceurs sur le réseau parce que je pense que beaucoup de gens ici découvrent le réseau. Il n'y a pas d'influenceurs méga connus comme il peut y avoir sur Instagram, YouTube. Il n'y a pas de Lena Situation. Il n'y a pas de ces grands noms qu'on peut connaître sur d'autres réseaux sociaux, vu que LinkedIn est un réseau social relativement jeune. Et quand je dis réseau social, c'est vraiment dans le sens où il commence à y avoir de la création de contenu, ce qui n'était pas le cas il y a, encore une fois, 3-4 ans. Il y a 3-4 ans, LinkedIn, c'était une situation qui était très corporate. On annonçait son nouveau job, on annonçait, c'était un peu un CV que tout le monde utilisait, donc qui était très répandu, mais il n'y avait pas encore cet aspect de création de contenu. Depuis le confinement, les gens se sont mis à écrire beaucoup plus. Et c'est LinkedIn qui aujourd'hui remplit ce rôle de réseau social où on va écrire du contenu et de moins en moins de professionnels. Et à partir de là, il s'est dégagé plein de nouveaux créateurs qui ont commencé à avoir une certaine popularité. Et c'est pour ça qu'on a sorti cet observatoire pour que derrière, on puisse mettre en avant les meilleurs profils qui existent aujourd'hui sur le réseau. Alors, agrandir l'image du classement, je ne sais pas si tu peux le faire. Alors, l'idée, ce n'est pas vraiment de présenter le classement parce qu'aujourd'hui, on a 150 profils, mais c'est vraiment de montrer un peu la démarche et surtout d'en tirer les conclusions. Il y a vraiment un phénomène qu'il faut vraiment comprendre, qui est fondamental aujourd'hui sur LinkedIn, c'est ce que j'appelle la Facebookisation de LinkedIn. Donc, on en passe d'un réseau professionnel à un réseau social à part entière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous verrez dans la liste, donc toute la liste est disponible sur famicom.com, il n'y a aucun souci. Dans le top 20, vous allez avoir des créateurs qui parlent d'écologie. Donc, vous voyez, en numéro 2, il y a Jean Covici. En numéro 1, on a, je pense que tout le monde l'a vu un mois, un autre, pour le meilleur ou pour le pire, vous avez dû voir Michael Aguilar. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que Michael Aguilar, à aucun moment, quasiment jamais, il va parler de sujets professionnels, je sais pas, du RH. Non, il va vraiment publier du contenu très Facebookable, c'est-à-dire ça va être des vidéos qu'il a récupérées sur d'autres réseaux, sur Twitter, sur Reddit, et qu'il va partager sur LinkedIn, parce que justement, il y a une forte demande autour de ce type de contenu d'un public qui vient de Facebook, qui aujourd'hui utilise de moins en moins Facebook, parce que Facebook, pour moi, c'est devenu un groupe d'anniversaire, c'est devenu un groupe d'événements, mais d'ailleurs, publier du contenu sur Facebook, c'est de moins en moins d'intérêt. Du coup, il s'est reporté sur LinkedIn et il va être attiré par ce type de contenu publié par des influenceurs comme Michael Aguilar, qui a des taux de croissance qui sont phénoménaux. Parce que je sais qu'encore une fois, quand on a sorti ce classement, on a eu pas mal de critiques sur le fait qu'il soit premier. Nous, on se base que sur la data. La data est formelle. C'est celui aujourd'hui qui est le plus populaire en termes d'engagement, en termes de croissance. Donc, il fait le plus le buzz. Donc, c'est du contenu qui intéresse.
Donc, l'idée de cet observatoire, c'est vraiment de dégager ces types d'influenceurs pour que vous aussi, vous puissiez trouver les influenceurs les plus intéressants, les créateurs les plus intéressants à suivre sur LinkedIn, sachant qu'on a aussi des classements par typologie. Donc, ceux parmi là qui sont intéressés par du contenu plus RH, il y a un classement RH. Vous aurez le top 10 créateurs sur les sujets plus RH, donc qui sont plus adaptés à au B2B et à ce qui peut intéresser de base sur LinkedIn. Donc, c'est vraiment une tendance qui est très importante à prendre en compte, parce que qui dit Facebookisation LinkedIn, qui dit LinkedIn devient un réseau social et puis un réseau professionnel, ça veut aussi dire que l'influence B2B va prendre une place de plus en plus importante. Mais vraiment, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est au tout début de l'influence B2B parce qu'il y avait un problème, je pense, d'offres, tout simplement sur le marché. Parce qu'à côté de Facebook, à côté d'Instagram, YouTube, TikTok, il n'y avait pas de réseau aujourd'hui où il y avait vraiment des créateurs de contenu. Aujourd'hui, il y a énormément de créateurs de contenu qui émergent et ça veut aussi dire que les marques vont de plus en plus faire appel à elles, à ces créateurs. Je ne sais pas si on peut passer à la deuxième slide parce que du coup, je vais enchaîner sur la démonstration pour l'influence B2B. Ou j'en parlerai après. Non, j'en parlerai après du coup sur... On passera à toi après pour les tips. On va passer sur un petit état des lieux en fait. On a nos tips juste après. Donc en fait, merci Jérémy pour ces tendances, ce qui corroborera après avec ce que tu vas dire en tips. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, dans l'utilisation, on va dire, des réseaux sociaux en B2B, on a ici un rapport de SageFrog qui est assez intéressant sur le sujet, qui est basé en fait sur les données d'une enquête qui a été menée auprès de marketeurs qui travaillent pour des entreprises B2B dans divers acteurs, et notamment dans la technologie, dans la santé, l'industrie, etc. Bien qu'on s'aperçoive que LinkedIn, et tu l'as souligné d'ailleurs, LinkedIn soit le réseau social on va dire, le plus utilisé par les entreprises B2B, les marketeurs aujourd'hui affirment, on va dire, que Twitter suscite tout de même de l'engagement, ce qui corrobore aussi avec l'expérience qu'on peut avoir, nous, de Twitter, et qui génère aussi, par rapport à l'expérience qu'on en a, en moyenne, plus de leads aussi que Facebook. Sur les 85 personnes ici interrogées, elles déclarent en fait que leur entreprise B2B utilise LinkedIn à des fins, bien sûr, marketing, et on a 71% d'entre elles qui déclarent que leur entreprise utilise Facebook et 61% ensuite une utilisation de Twitter. On a d'autres canaux, bien sûr, de social media qui gagnent en fait en popularité. Depuis le début de la pandémie, notamment, et ça peut paraître surprenant en B2C, c'est plutôt en B2C que ça va se faire. TikTok a gagné en popularité auprès d'utilisateurs quotidiens et des entreprises. Donc en fait, pour les équipes qui produisent de grandes qualités de contenu ou qui comptent sur l'engagement B2B pour soutenir leur vente B2B, eh bien des plateformes comme TikTok peuvent être intéressantes à explorer. Nous, on est parti d'ailleurs sur TikTok, la production de contenu déjà depuis quelques temps, et on voit effectivement on va dire le phénomène. Attends. Je vais passer à la suivante. Hop. Tac, si tu peux agrandir, s'il te plaît. Merci. Du coup, effectivement, face à tout ça, on a quand même beaucoup plus d'implication des leaders d'opinion dans le tunnel de vente B2B. Et puis, de manière générale, une meilleure considération de la part des marques. Et j'ai envie de dire, avec la crise oblige, puisque effectivement, les différents modèles de communication ont de facto un petit peu évolué justement pour s'adapter à ce qui se passait, et du coup les logiques d'engagement avec elles. Du coup, on a des créateurs de contenu et des influenceurs qui ont été aussi mobilisés aussi davantage depuis la crise, et surtout, du coup, ils ont mobilisé
enfin, ils ont élargi ici leur audience. Donc, c'est vrai qu'on se dirige beaucoup sur finalement une ère de nano et de micro-influence. Alors maintenant, on a tendance aussi à avoir une hybridation un petit peu aussi entre les deux. Mais en tous les cas, ici, on a quand même ce qu'on pouvait imaginer du celebrity marketing, un peu qui effectivement passe un petit peu la main en termes de vision par rapport justement à ces créateurs de contenu ici qui finalement développent une audience de proximité et qui vont se concentrer ici vraiment sur une niche spécifique. Et on a le cas effectivement beaucoup justement sur cette partie B2B où on a effectivement des professionnels experts qui vont être de plus en plus plébiscités aussi, au-delà de profils plus généralistes. Et effectivement, on identifie quand même un besoin des marques qui est grandissant à ce propos. Parce que justement, ça leur permet aussi d'avoir d'autant plus de poids dans la voix finalement qui est portée, puisque ces experts ont une aura dont elles peuvent aussi bénéficier. Donc cette perle rare, finalement, elle est en train vraiment d'émerger pleinement. Et voilà, c'est une tendance qui se dessine. Il faut noter aussi ici que finalement, de manière générale, on a aussi, au-delà des créateurs de contenu, cette notion d'influence créative qui évolue aussi justement par la situation qu'on a pu connaître et aussi par le besoin de confiance. On n'arrête pas de parler de fake news, de machin, etc., que ce soit dans le B2B comme dans le B2C comme dans le B2B, justement, il y a vraiment un besoin de confiance qui est accru aujourd'hui de la part, enfin, c'est plébiscité par les consommateurs et les utilisateurs de manière générale. Du coup, c'est vrai qu'on a des itérations qui sont aussi souvent plus fortes sur des questions éthiques, qui se retrouvent aussi dans la valeur ajoutée que peuvent être susceptibles de donner en fait les créateurs de contenu justement au service justement de la communication qui peut être mis en avant. Donc voilà, il y a vraiment ce miroir, en tout cas, du fond avec la forme sur lesquels voilà, les leaders d'opinion peuvent être aussi d'autant plus mobilisés. Et à noter dans cette perspective-là que la vidéo, voilà, on attend de corroborer effectivement les chiffres de Cisco qui nous indiquaient aussi que 82% du trafic mondial serait imputé à la vidéo. Mais la vidéo largement aussi mobilisée justement dans les dispositifs ici pour justement faire gagner cette part belle à l'influence. Et donc justement, quelle stratégie de contenu en influence marketing B2B? On va commencer avec les premiers tips. Jérémy, tu as la parole. En fait, c'est hyper intéressant parce que c'est exactement ce que tu viens de dire. À partir du moment où l'influence B2B se démocratise, il y a un phénomène qui est en train d'émerger, c'est l'apparition des nano-influenceurs en B2B aussi, comme ça a été le cas il y a quelques années en B2C. C'est-à-dire, en fait, au départ, tu pars toujours par des gros influenceurs, les méga les plus connus, parce qu'ils ont un peu un oligopole et les marques les connaissent, du coup, tu travailles avec elles. Et à partir du moment où tu as un réseau qui se démocratise, comme LinkedIn, comme Twitter, tu vas faire plus appel facilement à des petits parce que, en gros, tu as l'embarras du choix. Et le premier type, qui est celui de l'authenticité, il est hyper important en B2B. Parce que contrairement à Instagram ou à TikTok, quand tu es un influenceur B2C et que tu vas vendre un parfum ou n'importe quoi, on va dire ta crédibilité, elle n'est pas en jeu. C'est pas ta carrière, c'est pas ta crédibilité professionnelle. Ta carrière, c'est de vendre des produits, entre guillemets. Donc, on ne t'en voudra jamais si tu vends quelque chose qui est pas de bonne qualité. Quand tu touches au B2B, la crédibilité professionnelle est hyper importante. Donc, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Il faut garder cette authenticité. Il ne faut pas oublier que le mécanisme principal de l'influence, c'est vraiment la sincérité. C'est-à-dire que si un partenariat n'est pas perçu comme sincère ou authentique, derrière, ça ne fonctionnera pas. Et c'est d'autant plus le cas pour le B2B. Là, j'ai pris 2 exemples de campagnes B2B qui ont eu lieu très récemment. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de comparer justement les 2 approches. Alors, la première, elle est vraiment très récente. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais c'est la sortie du film Un autre monde. Et ils ont fait un partenariat pour faire connaître le film avec plein de nano et micro-influenceurs sur LinkedIn. Donc, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, le film traite en partie de problématiques RH et ils sont dit quoi de mieux que des employés dans le RH qui vont faire la promotion du film sur LinkedIn, là où sont beaucoup de gens qui suivent ces problématiques et qui vont être ensuite, dans un second temps, intéressés par ces problématiques RH. Et c'est hyper intéressant parce que là, on parle vraiment de profils à, 3, 4, 5 000 abonnés, donc des tout petits profils, qui typiquement ne vont pas être dans l'Observatoire Favicon qui recense les top 150, mais qui vont être vraiment des tout petits influenceurs dans leur niche et qui vont avoir un public qui va être intéressé par cette niche.
Donc, c'est une campagne qui a eu lieu ces dernières semaines, qui a super bien marché, puisqu'à la sortie du film, apparemment, ils ont vraiment eu des présentations qui étaient beaucoup supérieures à ce à quoi ils s'attendaient. Parce que justement, c'est une campagne très authentique avec des personnes qui sont dans le domaine, qui derrière ont une crédibilité sur le sujet. Et la deuxième campagne, que vous avez dû voir passer il y a maintenant, je pense que c'était il y a 2 mois en début d'année sur Trade Republic, qui en gros, ils sont passés par une vingtaine d'influenceurs français. Et là, c'était vraiment tous les râteliers. C'est-à-dire, ils ont contacté les meilleurs, les plus gros sur le réseau en France, en leur disant, faites la promotion de Trade Republic et basta. Donc, pas besoin d'avoir de lien avec la crypto-monnaie ou même la finance en général pour faire la promotion donc, de Trade Republic. Il suffit juste d'être un influenceur sur LinkedIn. Et du coup, derrière, c'est un peu, je dirais pas que ça n'a pas marché, c'est que de 1, ils se sont fait rattraper par la patrouille puisque l'autorité des marchés financiers est tombée sur ces publications. Et comme vous le savez, aujourd'hui, l'influence est très réglementée. Donc ça, on le verra en deuxième partie pour le deuxième type. Mais surtout, beaucoup d'abonnés, beaucoup de gens qui suivent ces personnalités sur LinkedIn pour d'autres raisons. Typiquement, par exemple, pour parler de sujets liés à l'entrepreneuriat, aux startups ou au marketing, par exemple, ça paraissait pas très authentique d'avoir d'un coup un post un peu sponsorisé qui parlait de crypto-monnaie et Trade Republic. Et là, cette notion d'authenticité, elle est vraiment fondamentale. C'est-à-dire, il suffit pas de travailler avec n'importe qui parce que derrière, il y a de l'influence, parce que derrière, il a beaucoup d'abonnés que ça va fonctionner. Et c'est d'autant plus vrai pour le B2B parce que derrière, cette crédibilité de l'influenceur B2B, elle est fondamentale. Et du coup, si on passe au deuxième type, qui est la slide d'après, et j'en parlerai après, du coup, ça sera un peu de suspense. Non, c'est juste après, ok, donc c'est bon. Du coup, je parlais de la deuxième campagne avec les problématiques de transparence. Il faut faire très attention aujourd'hui. De plus en plus, pour l'influence en général, et encore une fois pour l'influence en B2B, c'est d'autant plus vrai. Il faut être transparent sur ces partenariats parce qu'aujourd'hui, il y a des organismes publics qui suivent ça de très près, qui envoient des amendes à droite, à gauche à des influenceurs parce que derrière, ils ne mentionnent pas le partenariat, ils ne disent pas qu'ils ont été payés. C'est arrivé justement pour la deuxième campagne donc, que je viens d'évoquer, là, celle avec Trade Republic, où ils se sont fait rattraper par la patrouille et ils ont dû annuler la campagne. En tout cas, ils n'ont pas pu travailler avec tous les influenceurs qu'ils avaient contactés parce que la plupart n'avaient pas respecté les règles de transparence. Ils n'avaient pas indiqué que c'était un partenariat et indiquer que c'est un partenariat, c'est pas suffisant. Il y a des règles assez strictes à suivre, surtout quand on parle de crypto-monnaie et quand on parle d'investissement. Donc, tout ça pour dire que la transparence doit être vraiment un enjeu fondamental à suivre quand on fait de l'influence B2B. Parce qu'en plus, être transparent, c'est aussi respecter la communauté, c'est respecter l'audience à laquelle on s'adresse. Et on retrouve, du coup, la notion d'authenticité qui est fondamentale. Donc, c'est quand vous êtes authentique, quand vous êtes transparent, quand vous travaillez avec les bons influenceurs, derrière, ça peut que marcher. Voilà. Merci. Merci Jérémy, c'est mieux avec le micro, pardon. Merci Jérémy pour ces exemples, effectivement. Et ce qui va être important aussi, et on n'en parle jamais assez aussi, c'est de favoriser tout ce qui va être finalement témoignage client, ce qu'on appelle les testimonials, et le contenu généré par des utilisateurs ou contenu généré par des consommateurs et qui va être amplifié par des influenceurs. C'est aussi ce qui permet d'améliorer la preuve sociale, ce que les anglophones appellent communément la social proof, qui est vraiment de mettre en avant l'expérience des consommateurs finalement sur le site de la marque ou sur les espaces, les différents espaces sociaux pour convaincre en fait les futurs clients, hein, des prospects, puisque ces témoignages en fait sont vraiment des preuves. Ce sont des clients qui parlent de votre produit, qui parlent de votre service avec leurs propres mots. Donc on peut évidemment parler de citations de clients, citations qui peuvent être citations écrites. Il faudra que ce soit, et ça rejoint ce que disait aussi Jérémy, parler d'authenticité, il faut impérativement que ce soit authentique, que ce soit descriptif, que ce soit spécifique, de sorte que des futurs acheteurs aussi se reconnaissent en la marque en termes de valeur, en termes d'éthique. Donc c'est par exemple de mettre en avant les mots qu'un client a écrits, vraiment dans le but d'en faire ressortir la reconnaissance de ce client. Donc les citations, elles peuvent être extemporanées. Par exemple, un client qui a été pris sur le vif, donc
poster ensuite sur les réseaux sociaux, ou même dans une campagne emailing. On parle aussi de vidéos de clients qui vont s'exprimer devant une caméra. Et tous ces contenus peuvent être amplifiés. Par exemple, pour une marque, reprendre un contenu qui aura été créé par un utilisateur, par un consommateur ou un influenceur sur les réseaux sociaux, en investissant en achat média publicitaire pour une mise en avant. Donc on parle de sponsoriser donc un contenu qui a déjà bien fonctionné en lui donnant en fait une nouvelle portée avec de la publicité payante. Donc on aura un engagement qui sera plus conséquent, c'est de la notoriété supplémentaire et c'est aussi finalement de multiplier en fait ses performances en tant que telles. Aujourd'hui, l'amplification gagne de plus en plus d'ailleurs dans les campagnes d'influence. C'est une pratique qui est de plus en plus, on va dire, mise en place en sus des campagnes. Et on voit le phénomène un petit peu, on va dire, grandir. On peut même dire c'est amplification et pour le coup sur des contenus initiaux, de la capitalisation de contenu. Oui, absolument. Mm. Absolument, c'est de la capitalisation de contenu. Dans la stratégie aussi de content marketing pour l'influence B2B, on note aussi le guest blogging. C'est bien de penser au guest blogging avec des influenceurs, donc des articles invités, donc avec des influenceurs, avec des blogueurs ou avec des médias B2B. J'ai mis un exemple ici parce que moi je suis auteur notamment pour Scoopit France L'Influence. C'est le guest blogging est souvent un petit peu, on va dire, sous-estimé et il va posséder de nombreux avantages, notamment d'étendre la portée, puisque au-delà en fait de votre lectorat actuel, c'est un peu un coup double ou un coup triple, puisque le guest blogging va permettre notamment de booster le trafic et c'est finalement de la génération aussi de visiteurs de qualité vers le site. Souvent aussi sur ces techniques marketing un peu sous-estimées, on néglige aussi le fait de pouvoir finalement créer des backlinks, créer des liens aussi entrants vers son site web, ce qui va permettre d'améliorer aussi le ranking, d'améliorer le classement dans Google. De gagner en notoriété, en crédibilité aussi, pour devenir une référence en fait dans son industrie. Le fait de montrer son expertise sur des sites qui ont une bonne autorité de nom de domaine, ça va permettre très clairement aussi d'asseoir en fait son autorité. Donc c'est tous ces avantages qui sont à noter. L'éventail de sujets aussi, ça permet d'élargir l'éventail de sujets, ce qui permet d'écrire un petit peu on va dire un petit peu hors des sentiers battus, sans diluer finalement un petit peu les informations du blog. Et puis, ça permet finalement d'obtenir un contenu vraiment de qualité. Donc, ça va permettre de gagner aussi, on l'a remarqué, de gagner aussi des followers assez rapidement. On a remarqué que le nombre des abonnés aussi augmentait rapidement après justement un guest blogging, après avoir publié un article sur un blog. Et finalement, c'est absolument tout bénéfice. Le fait de fidéliser son audience, c'est un petit peu, finalement, on peut dire que c'est un peu tout un process et c'est une autre histoire. Mais en ce qui concerne l'augmentation du nombre de followers, c'est un des gros avantages aussi offerts par le guest blogging. Donc, il faudra penser aussi, il y aura quelques règles. Pour faire du guest blogging, il faudra aussi finalement avoir 2 blogs qui ont des trafics, on va dire, alors pas similaires, mais qui sont sensiblement du même ordre, parce que sinon, on a effectivement un blog qui va tirer vers le haut, un autre qui va tirer vers le bas. Donc, il faudra aussi être en phase avec le trafic. Donc, ce seront des renseignements qu'il faudra aussi avoir en amont et savoir, on va dire, savoir ce qu'il en est. En tips 5, alors l'idée ici, c'est intéressant de se dire qu'effectivement, dans le marketing d'influence, voilà, c'est pas on fait du marketing d'influence ou on fait autre chose. C'est qu'en fait, on peut mixer les choses. Ici, on n'est pas sur du ou et puis on peut diffuser la culture du marketing d'influence dans les stratégies marketing, dans les stratégies marketing spécifiques. Et donc, l'idée, c'est de se dire, effectivement, en tips, construisez votre funnel de vente aussi, du coup, avec comme levier le marketing d'influence.
puisque ici, effectivement, ça va permettre d'attirer des prospects qualifiés, donc en accompagnant finalement la démarche d'acquisition. Mais également, finalement, tout comme la stratégie de fidélisation, on peut ici imaginer, du coup, par ce biais, cultiver aussi l'engagement d'un prospect pour le convertir en client. Donc vraiment, que ce soit du sommet jusqu'en bas de l'entonnoir de vente, ce qu'on appelle le tofu, mofu, bofu, hein, pour parler ce qui ne se mange pas. Pour parler du haut, du milieu du funnel et du bas du funnel, voilà, on peut effectivement cultiver cette approche finalement à chaque étape du funnel, et on va avoir ici, on peut mobiliser pour différents types de campagnes, différents types d'influenceurs qui peuvent intervenir avec, encore une fois, différents types de contenus qui vont être dédiés à chacune de ces étapes dans les parcours utilisateurs qu'on peut retrouver. Donc c'est vrai que on est vraiment dans une pure dimension adaptative, que ce soit dans les logiques de création de contenu même, mais que ce soit voilà, également dans la forme qu'elles prennent. Donc on est vraiment sur de quelque chose, encore une fois, d'adaptatif, où ici on va effectivement y adjoindre du coup des leaders d'opinion, des journalistes, ou que sais-je encore de bien spécifiques par rapport à ces étapes-là. De la même manière que voilà, les landings pourront être ajustés, etc. Donc voilà, on est tout le temps sur finalement cette espèce de processus continu dans lequel finalement le marketing d'influence voilà, se distille dans le funnel du vente. Donc on voit bien qu'on est dans un espèce de rapport nourricier finalement à l'audience qui est quand même à souligner ici, puisqu'on peut le mettre aussi en phase du coup avec tout ce qui est très stratégique de nurturing, justement pour bien mesurer les chances de succès aussi qu'on peut trouver, puisque l'idée, c'est bien d'avoir une audience qu'on nourrit, qu'elle reste captive et qu'elle poursuive son avancement justement tout au long de son parcours. On va y mettre ici, par exemple, voilà, pour exemple bateau, simplement l'idée d'un coupon de réduction en fin de funnel, comme une espèce d'incentive sur finalement la vente en définitive. Donc ça peut être voilà, une réduction spécifique anticiper sur un renouvellement d'abonnement, ou que sais-je, ce type de choses. En tout cas, voilà, on peut trouver aussi, voilà, monter tout autour d'un processus, mais voilà, on peut trouver effectivement ce type de choses spécifiques, par exemple, dans ce cadre-là, pour justement aller trouver effectivement cette évolution dans le funnel de vente. Donc voilà. Et puis, en dernier lieu, en termes de tips 6, donc ça rejoint un petit peu finalement des choses qui ont été partagées précédemment, que ce soit à la fois autour de l'authenticité, mais aussi sur ce que tu as évoqué, Anthony, tout à l'heure. Recycler le contenu avec un objectif précis, donc ça peut être effectivement aussi via de l'UGC, mais ici, l'idée plus largement, c'est de se dire qu'effectivement, on peut réaffecter des contenus, on peut les rafraîchir, on peut... il y a plein de manières de faire, en fait, sur différents formats et sur différents canaux. En tout cas, il y a différents types de collaborations qui peuvent être exploités de manière différente avec employés, on va dire, c'est plus mieux comme terme qu'exploiter, avec des influenceurs B2B. Voilà, sur un contenu substantiel, comme ça peut être un e-book, un rapport sur un article de blog, ou sur d'autres opportunités de contenu sur lesquelles on peut soit faire du rafraîchissement, updater certaines données, soit sur lesquelles on peut à un moment donné aussi créer du nouveau contenu et agréger un chiffre. L'idée étant effectivement ici de maximiser du coup l'opportunité de promotion et la portée de ce contenu, en y finalement incluant aussi des experts qui peuvent être d'autant plus crédibles pour aller justement porter ce contenu, au-delà même de citations, par exemple, d'influenceurs qu'on peut effectivement mobiliser ici dans le cadre de partage, voilà, que ce soit sur Twitter, Facebook ou encore LinkedIn. Du coup, au-delà de cet aspect-là, on va pouvoir mobiliser effectivement des visuels de manière dédiée. Donc ça, après, on va voir en fonction aussi d'un calendrier que chacun jugera utile de se fixer. Mais l'idée étant d'extraire un contenu en particulier à tenter pour justement rafraîchir la vision. Et ça, après, on peut aussi le mettre en exergue en fonction d'une actualité spécifique de marque ou tout court par rapport à un marché, voilà, en sortant justement un nouveau chiffre pour appuyer justement ce qui est de ce contenu en particulier. Donc voilà, ce qui est intéressant ici, c'est de se dire que lorsqu'on va planifier finalement un contenu de marque et puis les endroits où les influenceurs peuvent apporter leur expertise,
c'est toujours intéressant de penser à la manière dont on va pouvoir justement à un moment donné réaffecter ce contenu, le cycle qu'on va pouvoir y donner sur une certaine périodicité et sur quel canot. Ça va être effectivement le plus approprié à cet effet par rapport à ce qu'on va mobiliser derrière. Puisque l'idée, c'est aussi justement de pouvoir trouver effectivement des situations d'influenceurs, par exemple, sur un livret électronique, sur un certain sujet. Et puis, par exemple, effectivement, de pouvoir en faire une infographie avec des statistiques clés de secteur. On peut aussi avoir voilà, d'autres contenus créatifs avec des synthèses de prises de parole. Ça se trouve beaucoup aussi sur des prises de parole à tenter, ou même avec, imaginons, ce qui va être effectivement de la mise en exergue autour d'une data, justement sur, je sais pas, sur l'anniversaire d'un événement en particulier, ou que sais-je, sur une période écoulée. Donc voilà, il y a différentes façons de voir les choses ici. Et puis après, on peut aussi, de la même façon, face à ce que on en parle, mais on peut événementialiser aussi son contenu. Mais de la même manière, justement, on peut aussi du coup demander à quelqu'un de live tweeter ou de bloguer un webinaire donné par un influenceur, de créer aussi potentiellement des graphiques sociaux à partir de commentaires convaincants que l'influenceur a pu faire pendant la présentation. Et par ailleurs, on peut même imaginer, en termes d'expertise, nous qui avons tant travaillé sur cette notion de sentiment, on peut même appuyer une idée, par exemple, en invitant à la réflexion, en poursuivant ce continuum, en relevant par exemple un commentaire qui aura eu par exemple énormément de sentiments positifs, parce que c'est quand même bien la clé dans nos métiers, au-delà des discussions, c'est quand même aussi d'aller chercher le sentiment positif. C'est le cercle vertueux de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Et puis ici, voilà, on peut se dire qu'on peut réutiliser et capitaliser ce type de commentaires sur un blog et puis d'ouvrir finalement de nouvelles discussions autour de ça, d'ajouter des articles sur ces mêmes sujets, par exemple, alentour. Donc finalement, il n'y a pas on voit bien qu'il n'y a pas de limite au recyclage de contenu, au-delà de se dire qu'à côté d'une certaine imagination et voilà, il y a toute une notion de mesure aussi, voilà, qu'on va employer pour aussi pouvoir avancer pleinement dans sa stratégie. Donc, c'est d'ailleurs la grande tendance 2022, c'est vraiment la co-création de contenu. Hein. Oui. On va faire du contenu. L'idée, c'est pas juste de travailler avec un influenceur pour qu'il fasse sa pub. L'idée, c'est vraiment de faire du contenu avec, effectivement, comme tu l'as dit, on peut recycler derrière. En plus, si derrière, on a plusieurs réseaux sociaux qu'on peut utiliser, il y a vraiment des choses incroyables à faire sur l'influence. Et c'est aussi la beauté de l'influence, c'est que c'est pas juste une story maintenant, c'est très complexe, il y a plein de stratégies à mettre en œuvre. Donc voilà, c'est grosse tendance de fond, effectivement, et ce sera même pour le B2B, et là encore plus pour le B2B, je pense. Oui, tout à fait. Absolument. C'est vrai que les articles, aujourd'hui, les articles à 4 mains aussi donnent de la valeur ajoutée, effectivement. Et le fait de le faire en co-création, c'est, on parlait du guest blogging tout à l'heure, c'est aussi d'aller faire une amplification double ou triple et d'aller chercher finalement une audience qu'on ne serait peut-être pas allé chercher si on avait fait cette création en fait seul. Et c'est vrai que c'est un atout non négligeable. Puis au-delà de ce que permettent de plus en plus de faire les réseaux sociaux en tant que tels, on a aussi aujourd'hui la capacité vraiment à chacun à faire parler tout son potentiel créatif. Donc c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, c'est ça sur lequel c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler. Donc, on arrive en fin de session. Je vois qu'il y a un débat philosophique qui est en train de s'installer dans le chat. Corinne, Patrice, Nadia, c'est très intéressant sur l'authenticité. C'est bien. C'est le moment des questions-réponses. Donc, si vous avez des questions pour Jérémy ou pour nous, voilà, n'hésitez pas à les poser. C'est vraiment le moment, là, sur tout ce qu'on vient de voir. Oui, effectivement, Nadia qui dit que la différenciation de contenu est hautement stratégique et surtout importante. C'est vrai que nous, j'en ai pas trop parlé, on a sorti un autre observatoire politique pour les présidentielles pour un peu suivre le contenu des candidats sur les réseaux sociaux. Et en fait, on se rend compte que les bons candidats sur les réseaux, ceux qui performent, ceux qui gagnent des abonnés, ceux qui ont beaucoup d'engagement, c'est vraiment ceux qui font du contenu adapté à chaque réseau. Et ceux qui ne performent pas, c'est vraiment ceux qui vont recycler un post sur LinkedIn, qui vont ensuite mettre sur Facebook, qui vont ensuite mettre sur Twitter. C'est pas comme ça que ça marche. Aujourd'hui, à chaque réseau social, il y a des codes à respecter, il y a une audience à respecter, il y a du contenu spécifique, il y a des tendances spécifiques. On parle de réseau B2B, typiquement. Il y a des synergies entre Twitter et LinkedIn, mais ça va pas être exactement la même chose. Il faudra toujours
si on fait vraiment du contenu sur Twitter, il faudra suivre les tendances, il faudra suivre, il y a des espèces, je ne dirais pas des trends, mais il y a quand même des codes à respecter qui ne sont pas du tout les mêmes sur LinkedIn. Et ça, il faut vraiment comprendre. Et c'est vraiment la différence entre une bonne campagne et une mauvaise campagne, c'est bien s'adapter à chaque réseau social. Merci Jérémy. Je trouve intéressant aussi là dans les échanges, on voit aussi finalement un débat, alors c'est pas vraiment un débat, mais sur la notion d'authenticité. La notion d'authenticité appliquée à l'influence ou à autre chose dans la vie de manière générale. Tu as dit tout à l'heure, tu as parlé de code. Effectivement, on peut être authentique et respecter des codes. Est-ce que l'authenticité, c'est l'authenticité, comme disait Patrice qui posait la question, est-ce que l'authenticité, finalement, c'est être sans filtre? On peut être authentique sans… donc, ça ne veut pas dire qu'on a forcément une parole libérée de toute contrainte. Donc, après, chacun trouvera effectivement dans son authenticité propre, justement, le positionnement qui conviendra au regard de ça. Mais c'est vrai que cette notion, cette valeur, c'est une valeur, l'authenticité est vraiment quelque chose qui est intéressant de voir questionner ici. En fait, quand je parle d'authenticité, c'est plus dans le sens de compatibilité de marque et influenceur, tu vois. C'est-à-dire que si tu es un influenceur sur LinkedIn, je sais pas, dans les RH typiquement, que tu parles de RH tout le temps, bah demain, si tu fais un partenariat pour parler d'enjeux qui n'ont rien à voir, je sais pas, sur la gestion comptable dans une entreprise, bah tu perds ton authenticité, c'est-à-dire que tu n'es pas légitime pour en parler juste parce que tu as été payé derrière, tu vois, c'est cette notion-là en fait qui est importante. Pas authentique dans le sens sincère, je pense que aujourd'hui, quand on suit quelqu'un, de toute façon, on le suit tous parce que derrière, on croit qu'il y a une forme de sincérité en tout cas. Bien Mais sûr. vraiment dans ce sens de compatibilité de marque, parce qu'on appelle en anglais de brand market fit, qui est hyper importante. C'est une forme de congruence en fait, Exactement. Ce que je suis, exactement. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que depuis 2018-2019, on a ce phénomène là, qui s'appelle la BIF influence, qui est cette influence fatigue, où finalement les consommateurs, enfin les utilisateurs en ont marre de voir toujours le même type finalement de publicité sous couvert d'un post, etc., avec du placement de produit. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un réel besoin finalement d'authenticité, et c'est ce lien aussi entre l'influenceur, les influenceurs et la marque qui va faire que ça va fonctionner et ça sera authentique. Je crois qu'on se retrouve au-delà de se dire que l'authenticité, voilà, c'est pas forcément dire tout et n'importe quoi, effectivement, et ça reboucle avec ce que Martine et Patrice évoquent. Oui, sur le fait que, oui, il y a cette notion effectivement, de valeur qui rentre aussi en ligne de compte et qui, pour le coup, va être propre à chaque influenceur dans la façon d'interagir et de se sentir, en tout cas, ou non, en phase avec la marque. Et après, pour le reste, ce sera aussi à l'audience d'en juger. Mais donc, je pense que ça se reboucle pas mal là-dessus. On peut parler d'alignement aussi, oui, d'une certaine façon, effectivement. Tout à fait. Donc, absolument. Donc voilà, en tout cas, je vois que ça mobilise les forces. Les forces. Ouais. Voilà. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. On va pas tarder à clôturer. Toutes les bonnes choses ont une fin. Juste pour terminer, avant de clôturer, Jérémy, on avait une petite question pour toi. Comment tu vois, toi, le futur de l'influence marketing? Alors, B2B, c'est notre sujet aujourd'hui. Comment tu vois, dans un futur proche, l'influence évoluer, toi? Alors, sur le B2B, l'influence en général, je suis très optimiste parce que là, tu parlais d'influence fatigue parce qu'à l'époque, c'était beaucoup tourné autour d'Instagram, donc toujours le même format. Aujourd'hui, tu as quand même énormément de réseaux qui ont émergé entre TikTok, même on ne parle pas souvent de YouTube, mais YouTube évolue, même Snapchat, il y a Pinterest, il y a LinkedIn, enfin, si tu veux, il y a tellement aujourd'hui de possibilités que l'influence est très riche et ça va l'être de plus en plus. Et sur le B2B, je suis encore plus confiant parce qu'aujourd'hui, sur le B2B, il n'y a rien qui fait encore. On est tout début. LinkedIn, c'est un réseau qui, à mon avis, qui va prendre énormément d'ampleur ces prochaines années parce que j'en ai parlé justement dans un article, mais LinkedIn est en train de prendre la place que Facebook prenait il y a encore quelques années sur tout ce qui est création de contenu grand public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux écrire du contenu, bah, franchement, à part LinkedIn, je ne vois pas trop où tu peux le faire. Donc, c'est une super plateforme pour s'exprimer. Donc, pour le B2B, ça va donner énormément de marge de manœuvre à des marques qui vont vouloir travailler, comme je t'ai dit, avec même des employés en RH. Je pourrais très bien imaginer des campagnes de grande ampleur avec 1000 personnes qui travaillent dans les RH, même s'ils n'ont que 1000 abonnés sur LinkedIn. Enfin, tu vois, il y a un champ de possibilités qui est énorme qui s'ouvre à nous. Twitter également. Twitter, nous, on voit du côté de Télécom qu'on a de plus en plus de demandes.
justement parce que sur Twitter, il y a quand même une petite démocratisation du réseau social qui faisait un peu peur. Mais aujourd'hui, on retrouve de plus en plus de gens sur Twitter. On n'est plus dans le réseau très institutionnel qui existait encore il y a quelques années. Donc, non, pour moi, l'avenir de l'influence est plutôt positif. Et en plus, toutes les problématiques qui ont pu émerger ces dernières années, comme tu parlais de fatigue, il y a aussi des problématiques de fausse influence, de problèmes d'authenticité. Aujourd'hui, il y a des manières assez simples, typiquement utiliser notre plateforme, mais comme d'autres, pour éviter derrière de travailler avec des mauvais influenceurs. Et enfin, à partir du moment où on a un réseau qui se démocratise du côté de l'offre, donc du côté des influenceurs, du côté des créateurs de contenu, c'est beaucoup plus facile en fait de travailler avec des bons et de faire des bonnes campagnes. Parce que derrière, justement, tu n'es plus dans cet oligopole où tu es obligé de travailler avec tous les mêmes, ce qui est le cas sur LinkedIn il y a encore 2-3 ans. Tu avais les 15-20 mêmes créateurs que tout le monde connaissait, mais aujourd'hui, à partir du moment où tu as des nanos qui émergent, tu as des créateurs 10, 20, 30 000 abonnés qui émergent, derrière, ça veut dire que la campagne sera aussi de meilleure qualité, elle sera mieux ciblée, etc. Ouais, absolument. Merci pour. Je voudrais conclure parce que je vois dans notre chat des gens qui critiquent un peu le fait que LinkedIn devienne comme Facebook. Utiliser la fonction masquée, moi j'utilise tout le temps. Et derrière, l'algorithme fera le travail si vous suivez les bonnes personnes, vous likez les bons contenus, vous engagez avec les bons contenus. Derrière, franchement, votre feed il sera super et vous verrez plus ce type de contenu. Yes. Ok, on va clôturer. Ouais. Toutes les bonnes choses ont une fin. Merci beaucoup. Merci Jérémy d'avoir été avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci à tous. Merci à toutes et à tous pour vos live tweets, vos réactions. C'est super. Ouais, et puis, on se retrouve très bientôt. Vous pouvez nous retrouver sur nos comptes Twitter, les experts du web. Vous pouvez retrouver aussi le blog de Jérémy de Favicon sur favicon.com, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a des choses très, très enrichissantes sur le marketing d'influence. Pas que le B2B, il y a aussi du B2C et c'est très, très intéressant. Et puis pour nous, social media optimization.freux.fr et puis aussi sur Visibilise. On se dit à très bientôt pour la 18e édition. Merci à toutes et à tous. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.